Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans la 3e saison du club. Je suis comme d'habitude avec Marie, hello, Léa, coucou, Laetitia, coucou, et Laure, salut. On est super contente de vous retrouver pour une nouvelle saison. On est normalement aujourd'hui, si tout se passe bien, le 1er septembre. Donc bonne rentrée à tout le monde, bon courage pour la rentrée. On espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances. Au moment où on enregistre, on est encore en plein été, en vacances tout ensemble, comme vous pouvez le constater. Quelque part dans le sud, il fait une chaleur écrasante. Donc si on est un peu ensuqué dans le sud, si on ne trouve pas toujours nos mots, si on est un peu lente, ne nous en veuillez pas. Pour nous, c'est encore l'été. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un thème pour lequel vous avez voté, puisque vous en avez proposé plusieurs sur YouTube et sur Instagram. Il y en avait 3 au choix. Et franchement, les votes étaient hyper serrés. Je crois que sur Instagram, il y avait plus de 200 votes. Et vraiment, c'était du 35, 33, 32%. Enfin, c'était vraiment serré. Et le thème qui est ressorti, c'est concours d'écriture, maximiser ses chances. Vous le savez, puisque vraiment, vous avez cliqué sur la vidéo ou sur l'épisode de Spotify ou autre. Donc, on va parler de ce thème aujourd'hui, des concours d'écriture, des critères pour les éditeurs pour choisir les textes, des règles à respecter, et donc, par ricochet, de contraintes d'écriture et de comment écrire le mieux possible sous contrainte. Ça, c'est si on a le temps, parce que je pense qu'on aura déjà beaucoup de choses à dire sur juste les concours d'écriture. Et voilà, si on attend de parler vraiment de l'écriture sous contrainte, on le fera en deuxième partie de l'épisode. Sinon, on réservera ça pour un épisode prochain. Et un autre sujet pour lequel vous avez aussi beaucoup voté, vu que c'était serré, c'était comment écrire des nouvelles mémorables. Et je pense que ça complétera bien ce thème aussi, puisque souvent, les concours d'écriture, il y a aussi beaucoup d'appels à texte de nouvelles. Donc, soit le prochain épisode, soit celui d'encore après, en fonction de aujourd'hui comment ça se passe, on vous parlera de l'écriture de nouvelles. Alors, avant ça, petit bilan pour nous estival, de où on en est, qu'est-ce qui se passe dans notre vie d'écrivaine, qui se lance. Je pense que Laetitia a des choses à dire en ce 1er septembre. Oui, alors comme vous le savez sans doute, si vous me suivez depuis un petit moment, mon prochain roman, mon 3e roman, Maudite, la voix des ondes, sort dans quelques jours à peine. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est un roman dont je vous parle depuis le tout début du club. Donc, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu se construire. Vous avez normalement suivi mes galères et mes succès. Et donc, vous allez maintenant pouvoir le lire, ce qui est quand même très cool. Voilà, donc j'ai hâte que ça sort le 6 septembre. Et il y aura peut-être, oui, voilà, vous pouvez, si vous me suivez sur Instagram, il y aura peut-être des petits événements, des choses dans le cadre de ce lancement. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Là, c'est encore en train de s'organiser. C'est marrant, d'ailleurs, j'ai reçu 2 ou 3 messages de personnes, de vous, d'auditeurs, qui me dites, putain, voilà, ça commence. qui me dites, que par exemple, vous avez lu Tu sais pour les fantômes et ensuite vous êtes allé écouter le podcast et du coup, vous m'écoutez parler de la construction du roman a posteriori et que du coup, c'est marrant. Voilà, ça va faire bizarre. Moi, j'avoue, je réécoute pas nos épisodes, mais ça va être rigolo. En parlant de sortie de livre, du coup, j'enchaîne là-dessus puisque j'en ai une aussi. Du thé pour les fantômes, justement, sort en version collector. Vraiment un petit bijou de fabrication avec une reliure, des tournures, un signet en tissu. Et du jaspage. Et évidemment, il y a un jaspage. Évidemment. Le tatouage. Et pour le lancement, voilà, le 25 septembre, on a la Dimension Fantastique, qui est donc une librairie à Paris. Donc le soir à 18h, il y aura le lancement où je serai en dédicace. Et surtout, vous pourrez vous faire tatouer un bout de la couverture du livre. Faut aller voir pour ça allez voir sur mon compte Instagram parce que sinon c'est le salon de tatouage La Dame sans merci, puisque c'est une tatoueuse de ce salon qui va être là sur place et qui a proposé une planche de tatouage à partir de différents dessins de la couverture qu'elle a réadapté. Et donc il y en a 5 tatouages flash à réserver, donc 5 créneaux pour la soirée. Donc je ne sais pas à ce stade, au moment où on enregistre, s'il en reste encore à réserver, mais si ça peut vous intéresser, allez regarder. D'autres news sur l'écriture.
T'as pas avancé, Léa? Non, moi j'ai un peu changé de vie ces 2 derniers mois. J'ai déménagé, je suis en train de faire plein de projets et du coup franchement entre ça et le boulot qui s'est énormément intensifié, on a augmenté notre production dans ma maison d'édition. On a une embauche qui a un peu tardé, bref tout ça s'est conjugué et j'ai pas eu une seule minute de créativité à moi ces 2-3 derniers mois. J'avoue que c'est un peu pesant. Mais à la fois, je fais des projets qui sont hyper motivants et que je veux faire depuis longtemps, donc ça me remplit de joie aussi. Et je me dis, bon, bah voilà, les temps de créativité reviendront après, c'est pas grave. Mais ouais, pour le coup, j'ai pas du tout. Zéro. Salut, t'as bien avancé, toi? Ouais, alors moi, j'ai terminé, du coup, je crois que c'était en juin, j'ai terminé le premier jet du projet Archiduchesse Chaussette dont je vous parle aussi. Depuis le début de ce podcast, je crois que je l'ai commencé en même temps que ce podcast à peu près. Et c'est la première fois depuis 4 ans que je termine le premier jet d'un roman. Donc j'étais un peu émue quand même. Bravo! Donc c'est très cool d'avoir fini ce cap-là. Et là, en juin-juillet, j'ai fait ce dont on parlait en fait dans le dernier épisode, c'est que j'ai fait beaucoup de documentation sur l'époque. Et en vrai, alors ça c'est un tips, si vous écrivez une histoire qui n'est pas une histoire vraiment sur un personnage historique ou sur une époque, c'est hyper utile de faire ça après coup, parce que du coup, je vais vraiment à l'essentiel de ce que je veux avoir comme documentation. Je vais direct, par exemple, sur la presse, sur le Paris de telle époque, sur la mode vestimentaire. Je gagne beaucoup de temps. Et moi, comme j'ai beaucoup d'appréhension souvent sur les réécritures, ça me donne une motivation de me dire, ah, mais je vois vraiment comment je peux améliorer les thématiques ou les décors, ou des personnages, en ajoutant ça et ça et ça. Donc si je comprends bien, t'as écrit ton premier jet, ensuite t'as été faire tes recherches sur la base de tout ce que t'avais mis dedans. Là par exemple, j'ai fait une description de vêtements, est-ce que c'est bien raccord? Et ensuite ça t'a aidé dans ta réécriture. C'est ça, en gros, les étapes. En fait, c'est un peu ça. En fait, le premier jet, je l'ai vraiment écrit en mode fil de fer, c'est-à-dire juste les personnages, les jalons, voilà, en ayant une idée assez vague de l'époque où ça se passe, qui était, en vrai, j'étais contente parce que c'était assez juste, au moins sur enfin, j'ai pas fait des grosses incohérences historiques. Et là, bah, j'ajoute plus de la chair, des tissus, des petits volants, voilà. Donc ça t'a permis de pas te perdre en recherche historique avant, c'est ça? Et Oui, voilà, c'est ça. Trop te fixer sur des détails. Ouais, et en vrai, là, je sais que j'ai fait beaucoup de recherches stylistiques, historiques et tout, et je crois que j'ai un doc de 30 pages, et je sais très bien que dans ces 30 pages-là, il y a beaucoup de choses qui me servent à moi, mais que j'irai pas mettre dans le roman, parce que moi, c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est pas la cohérence historique ou les détails méga précis. Donc c'est en fait, en tout cas pour moi, c'était bien de faire ça après coup, parce que sinon, je sais que si je m'étais documentée avant sur la période, ça m'aurait vraiment bloqué pour raconter ce que j'avais envie de raconter. Voilà, j'en suis. Très bien. Laure, t'as avancé? Ouais, pas particulièrement. Bah, moi, c'est vrai que c'est un peu le running gag de ce podcast. J'ai toujours beaucoup de boulot. Après, je pense que je suis un peu j'espère être à une petite croisée des chemins. Il y a une nouvelle personne dans mon équipe qui arrive au travail. J'ai bon espoir que ça puisse me décharger quand même enfin. Et j'attendais pas mal aussi de cette semaine, parce que je sais que quand on est ensemble, il y a toujours aussi, enfin voilà, on parle tellement de tout ça que ça redonne un peu envie. Et j'ai programmé à la suite de cette semaine, une semaine toute seule, chez ma maman, mais où j'ai quand même bien envie d'être un peu seule avec mon ordi pendant pas mal de moments, et de peut-être reprendre quelques vieux projets tels une fanfiction de Bridgerton par exemple, que j'ai beaucoup promis et que finalement qui n'est encore jamais arrivé. Voilà, à suivre dans le podcast du 1er octobre si finalement ça a avancé. Mais voilà. C'est chouette. Ben moi j'ai fait ça du coup début juillet. Je suis partie en retraite d'écriture, on va dire 2 fois une petite semaine. Je suis rentrée le week-end pour faire une pause. Et du coup j'ai pas mal avancé sur un projet de roman sur lequel enfin c'est pas vraiment que je bloquais, c'est que je pense que c'est maturé au fond de ma tête depuis très longtemps, depuis mars 2023 pour être exact. Et voilà, en fait, j'avais plein d'idées vagues, plein de scènes, de personnages, de moments, d'atmosphère, mais aucune idée de l'histoire. Et donc, je me suis dit, allez, faut que tu te mettes un moment, faut juste que tu écrives et l'histoire va venir en écrivant. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, j'ai toujours pas d'idée exacte de l'intrigue, mais je vois déjà un peu mieux où je vais. Et voilà, j'écris pour le coup en jardinière totale, en écrivant les scènes pas du tout dans l'ordre chronologique, mais juste ce qui me vient, ce que j'ai envie d'écrire à chaque fois. Et on verra où ça va. T'avais un peu écrit le premier jet de Du thé pour les fantômes comme ça aussi. Un petit peu, ouais. C'est ce qui te convient
J'ai plus l'impression. finalement. Je Ouais. pense que c'est mieux. Enfin, ça dépend. Quand j'ai du temps devant moi et que c'est un projet, là, c'est encore une fois des thématiques, je pense, qui vont aller, je crains assez profond. Je pense que c'est ce qui me convient mieux. Après, tu vois, un projet comme Porcelaine sous les ruines, où j'avais une deadline beaucoup plus courte, où c'était aussi plus pour m'éclater et tout. C'est une romance, donc c'est aussi beaucoup plus codifié Oui, comme type de récit. Totalement d'accord. Il y a Je des l'ai pas codes, du tout ouais. écrit pareil. Ouais. Et d'ailleurs, le roman qu'on écrit avec Laetitia, on n'a pas écrit pareil non plus. Et on arrive Non. au bout, là. Oui, ouais. Enfin, j'allais dire. Ouais, ça fait un Mais oui, ça y est, là, on a bien avancé. On a donc refait, on est encore sur une partie de réécriture. Et je pense que là, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir l'envoyer à Léa. J'ai trop Ouais. Non, En vrai, plus très j'ai- loin. Je pense qu'on est plus très loin bien. de pouvoir commencer à tout à Trop bien. Quand vous voulez, je suis prête. L'éditrice est prête. Prête à faire son office. Voilà. Et on va pouvoir passer au contenu qu'on vous recommande. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout noté le nom du gars que je voulais vous recommander. Ah mince. Mais comme de toute façon, on voulait aussi vous parler de concours d'écriture, je voulais vous parler de sites qui recommandent en fait des appels à texte, des concours d'écriture, etc. Et je vais vous en donner les noms tout de suite une fois que j'aurai trouvé le compte Instagram en plus que je voulais vous recommander. Je vais chercher dans mes abonnements. Je vais les trier par plus récent, puisque c'est donc un auteur américain auquel je me suis abonnée assez récemment. Et ben voilà, c'est mon tout dernier abonnement. Il s'appelle Tuffer Barkley. Donc, c'est un jeune auteur donc voilà, son premier roman sort en 2025. Donc, c'est vraiment un tout jeune auteur. Donc, en fait, il s'appelle Chris Barkley. Chris comme moi. Et Barkley, B-A-R-K-L-E-Y. Et son Instagram, c'est Tuffer, T-U-2-F-E-R, Barkley. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il fait plein de mini-vidéos où il donne des tout petits types d'écriture. Par exemple, une description de personnage, sur comment utiliser les connotations dans les textes. Et c'est vraiment des vidéos de 15 secondes. Et je trouve que c'est toujours hyper bien vu, hyper bien pensé. Et ça donne des petits conseils un peu tous les jours. Donc, je vous invite à aller le suivre. Et je voulais aussi vous parler de sites que j'avais déjà recommandés au tout début du podcast. Qui recensent des appels à texte, puisque c'est aussi celui dont on va parler aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Texte à l'appel. Il y a concoursnouvelles.com. Il y a Le Coin des AT, AT comme appel à texte.fr. Voilà, déjà ces trois-là, une bonne liste avec plein de concours nouvelles. Il y en a souvent, ça peut être des maisons d'édition, ça peut être aussi souvent des collectivités qui font des appels à texte, par exemple des mairies, des régions qui veulent des écrits sur leur territoire. Et souvent, c'est des appels qui sont dotés. C'est-à-dire que, contrairement aux maisons d'édition, ils ont du budget. Et donc, mais des fois, avec des grosses trucs, des régions qui ont genre 5000 balles pour la nouvelle sur la ville. Quelque chose de terroir, quoi. Ouais, voilà. Et même qu'on en vienne ou pas, je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder en tout cas ce qui existe. Et on va pouvoir passer à notre thématique, donc. Comment maximiser ses chances sur les concours d'écriture. Désolée, j'ai regardé sur mon portable, mais juste je prends mes notes et j'essaie de suivre à peu près ce qu'on fait. Il faut aujourd'hui de la chaleur. Oui, c'est mon cerveau est dans mon portable. Donc voilà, concours d'écriture, en quoi c'est intéressant pour les écrivains, plus intéressant par exemple que d'envoyer son manuscrit en temps normal. Quel est l'intérêt pour les maisons d'édition, quels sont les critères de sélection, comment faire au mieux pour maximiser ses chances. C'est ça qu'on va essayer de vous dire aujourd'hui, puisque donc rappelons quand même que Laetitia a gagné 2 concours d'écriture, et que c'est comme ça qu'elle a été publiée, que j'en ai gagné un, que c'est comme ça que j'ai été publiée, et que Marie en a gagné un, et que c'est comme ça qu'elle a été publiée. Donc vraiment là, et que Léa et Laure, chez moi, quoi. en maison d'édition. Voilà. Donc voilà, là on a une petite expérience. Ça ne veut pas dire qu'il y a une recette magique malheureusement pour gagner des concours d'écriture à tous les coups, mais qu'en tout cas on peut vous dire tout ce qu'on a fait. Bon, sans doute que d'autres écrivains ont fait des choses similaires avec autant de talent et n'ont pas gagné des concours parce qu'il y a une grande part de chance malheureusement. Le truc d'un concours, c'est qu'on ne sait pas face à qui, face à quel texte on tombe en fait. On ne sait pas qui est dans le jury et quels sont peut-être les goûts des premiers lecteurs qui font les premières sélections. Donc voilà, il y a quand même une grande part de chance, de hasard comme dans tout envoi de manuscrit. Mais en tout cas, il y a quelques tips pour essayer de contourner la chance, en tout cas, si la chance est avec vous, d'aller encore plus. Et on peut commencer par une petite anecdote rigolote de Léa. Ah oui. Alors, sachez que j'ai exhumé des tréfonds du moulin où nous passons nos vacances, cet ouvrage.
Le renard et le chien courant, un chef-d'œuvre de la Bibliothèque verte, publié par Hachette en 1978. Je me suis dit, belle lecture d'été, voyons ce qui s'écrivait pour la jeunesse en 1978. J'ai pas été déçue du voyage, c'est violent, c'est sang, assez souvent, parce que le thème est la chasse et qu'on n'épargnait rien aux enfants à l'époque. Mais c'est-à-dire que le mec finit quand même alcoolique, suicidaire, tue son chien. Oui, on assiste au massacre de familles de renards. Enfin bref, il y a de A à Z, c'est un peu Game of Thrones au pays des animaux. Mais franchement, c'est hyper rafraîchissant de voir qu'en fait, on écrivait aux enfants d'autrefois comme on écrit aux adultes d'aujourd'hui, en fait, et qu'on les considérait absolument pas comme des petites choses fragiles. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc, à l'intérieur de ce chef-d'œuvre de notre littérature enfantine des années 70, nous avions ce petit flyer au Pantone vert fluo des plus saillants. Alors, je vous le montre à la caméra pour les auditeurs qui nous écoutent sur Spotify et tout. Vous n'allez pas le voir, mais on vous invite à venir le voir sur YouTube parce qu'il est vraiment magnifique. Et donc, Auteur en herbe. Savez-vous que l'opération Auteur en herbe vous donne les moyens, si vous avez moins de 18 ans et que vous voulez être publié, de l'être. Voilà, donc Hachette est désireux de favoriser l'apparition de jeunes écrivains. Et c'est quand même un tirage à 4 500 000 exemplaires, pardon, c'est un chiffre tellement démesuré que je bug dessus. C'est le nombre de ventes par an de la collection. Oui, tout à fait, de la Bibliothèque verte. Voilà, ah oui, non, pardon, c'est ça, exactement. Oui, je crois, le tirage. Pardon, donc le thème est aventure et progrès qui reflète aussi l'époque. Je pense qu'on n'aurait pas un tel thème en 2024. Et donc c'est un recueil de nouvelles qui sera publié. Donc ils invitent les jeunes auteurs à écrire des nouvelles, justement, c'est pas des romans, quoi. Et alors attends, c'est combien déjà ? Donc il faut avoir moins de 18 ans déjà, ce qui est rare aujourd'hui dans les concours, hein, parce que c'est plus compliqué. Je crois que c'était là, je crois que c'était 35 000. Voilà, si vous viviez en 1978 et que vous avez moins de 18 ans, n'hésitez pas à participer. Ah oui, tirage moyen 35 000 exemplaires, c'est ça, merci Marie. Tirage moyen 35 000 exemplaires, voilà. Donc la promesse du succès en 1978. Ça laisse rêveur. Ouais, de ouf. Ça nous a fait rire de trouver ça parce que on savait qu'on allait enregistrer sur ce sujet et on pensait pas non plus que les concours d'écriture comme ça, et en plus pour les jeunes, c'était aussi vieux en fait. Ouais. On avait plutôt l'impression que c'était un truc un peu marketing des maisons d'édition aujourd'hui, mais non, voilà, ça remonte. Et d'ailleurs, juste parenthèse, Léa parlait de moulin. Si vous nous regardez en vidéo, voilà, sachez que ça c'est le haut du moulin qui est derrière nous. Le bas du moulin est à l'étage inférieur. Et d'ailleurs, si vous entendez, je sais pas si on entend au micro, une espèce de continu, c'est l'eau du moulin tout simplement qui est dehors. Et qu'on n'arrivera pas forcément à enlever au son, donc désolé. Sachez que c'est pas un mauvais son, c'est juste l'eau du moulin, donc profitez un peu de ce son de la nature. ASMR, vieux moulin qui tourne, voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà du côté des écrivains, des avantages qu'il y a à participer à un concours d'écriture plutôt que d'envoyer son manuscrit à un moment random comme ça quand on pense qu'il est prêt. Quels avantages vous y avez trouvé ? Moi, je vois un avantage un peu majeur déjà, c'est la certitude d'avoir une réponse en fait. Et en général, même dans une échéance en plus, encore mieux. En général, il y a une date d'annonce. Alors, c'est pas toujours fiable exactement, mais à peu près. Vous êtes sûr que vous avez à peu près la date de la réponse. Et au moins, vous savez si c'est oui ou non, parce que c'est vrai que quand vous envoyez comme ça à une maison d'édition votre manuscrit, vous savez pas du tout si vous aurez, enfin ça je trouve ça un peu horrible, même un jour une réponse quoi. Et là vous avez un peu moins une bouteille à la mer que vous jetez quoi. Vous avez une deadline. Et la certitude d'être lu aussi. Oui ça. C'est la certitude que un avion de chasse en passe sur la tête. C'était pas prévu. Je sais pas si vous l'avez entendu au micro, mais c'était très étrange. Je sais même plus ce que j'allais dire. C'est la certitude qu'il va pas mourir sur une étagère, enfin dans une boîte mail et jamais être lu. C'est sûr, comme tu disais, vraiment. Enfin voilà, je pense que dans ma maison, mais je pense que dans beaucoup de maisons d'édition, on trouve un peu les manuscrits et en fait, on ne sait pas vraiment on sait plus trop comment les gérer, mais avec l'appel à manuscrits pour le prix, celui-ci a vraiment un fonctionnement. Nous, on fonctionne avec des prestataires externes qui font le premier jet. Enfin, il y a vraiment des étapes et vous savez que vous allez avoir une réponse à peu près. Normalement, à la date d'annonce. Et
Il y a un autre avantage aussi qui est entre guillemets le volume de la concurrence, parce que quand vous envoyez votre manuscrit par la voie classique, c'est des manuscrits qui sont triés au fil de l'eau tous les mois de façon régulière, mais c'est un volume qui statistiquement est beaucoup plus important que les textes qui vont répondre, qui vont passer le filtre des conditions du concours et qui vont être lus. Ça, non seulement on a la certitude d'être lu et d'avoir une réponse à des délais qui sont plus raisonnables, mais en plus il y a statistiquement moins de manuscrits en face. Ça peut être intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'avais envoyé chez Folio SF, on peut imaginer en plus énorme maison, il y avoir des milliers de manuscrits, etc. Et je crois qu'en tout, il y avait quelque chose comme entre 200 et 300 manuscrits qui avaient été envoyés. Ouais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme par rapport à quand tu te retrouves sur une pile de manuscrits ça fait 3 ans qu'on sait plus comment faire. Je me souviens que le concours Michel Lafon de 2009, il y avait 400 participants. Ouais. La Martinière, il y avait 250, je crois, et Michel Lafon, il y en avait une centaine. Ouais. Donc finalement, on voit que ça réduit quand même la concurrence. Et puis aussi, c'est l'idée de se motiver. Enfin, moi, je sais que c'était ça aussi. Enfin, en vrai, bon, évidemment, il y a toujours l'espoir tout au fond de se dire « et pourquoi pas moi ?» Mais c'était surtout qu'il y avait une date et que je voulais absolument terminer un premier roman. Et donc, voilà, ça m'a donné une motivation, une deadline. De me dire « allez, tu l'envoies à ce concours, tu termines. » Et sans oublier aussi que parfois, ça arrive qu'il y ait plusieurs bons textes dans un concours et que c'est pas parce que votre texte n'a pas été premier et donc remporté le concours qu'il n'est pas repéré par la maison d'édition. C'est aussi un moyen, je pense, de se créer un vivier, de dire « ah tiens, tel texte avait l'air intéressant, peut-être que celui-là, il ne me convient pas, mais est-ce que vous avez autre chose dans vos tiroirs où on peut peut-être plus le retravailler avec l'auteur ?» C'est ce qui arrive assez régulièrement avec le concours Gallimard Jeunesse, notamment. Oui. Je ne sais pas si tu as en tête les auteurs qui ont été publiés alors qu'ils n'ont pas gagné le concours. Il y en a, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Je sais qu'il y a notamment Sarah qui a publié dans La Cité électrique. Sarah Andrés, je crois. Mais il n'y a pas qu'elle, enfin voilà, je sais qu'il y en a plusieurs, que ça arrive régulièrement. En même temps, vous imaginez, vous tombez l'année du concours face à Christelle Dabos. Pas de chance. Pas de chance. Je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3 de l'année de Christelle Dabos voilà, qui ont été publiés. C'est ça, voilà, il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas que ce concours-là, je sais qu'il y a aussi Lilibelle de Cholet qui avait envoyé, je crois, pour un concours chez Nathan. Et il me semble, si je ne me trompe pas, si elle nous écoute, elle pourra confirmer ou infirmer. Je crois qu'elle, c'est pas le texte qu'elle a envoyé qui a été retenu directement, mais qu'ils ont dit ah, mais on aimerait bien travailler avec toi, est-ce que tu en as un autre, enfin voilà, il me semble que c'est pas arrivé comme ça, et voilà. Et je me souviens que le concours Black Moon aussi c'est pareil. Alors moi du coup j'étais étudiante en édition et moi je suis passée de l'autre côté, du côté des gens qui faisaient le tri des manuscrits, et je me souviens qu'il y avait un roman qui s'appelait L'Enfant Papillon qui était dans les finalistes et qui est sorti hors concours après dans la maison d'édition. Je sais que dans le dernier appel, pareil pour un prix de ma maison, on a un gagnant, mais il y a un deuxième texte, c'était extrêmement serré. Je crois que pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore si ça va pouvoir rentrer dans le planning, etc. Mais on a un peu fait une réponse qui laissait un peu la porte ouverte. Et je pense que l'édito se pose beaucoup de questions et tout ça, parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas énormément de place dans le calendrier édito à venir, mais quand même, il y a une envie certaine. Alors justement, on pourrait se poser la question, vu que les maisons croulent déjà sous les manuscrits et qu'elles disent tout le temps « ah, arrêtez, on n'en peut plus, s'il vous plaît, on n'arrive plus à les gérer », pourquoi est-ce qu'elles font des appels à manuscrits, des concours comme ça pour en recevoir encore plus? C'est quoi l'intérêt? Pour nous, c'est définitivement de trouver quand même des nouveaux auteurs à porter qu'on a envie de faire émerger, et c'est de faire en fait un premier tri dans ce qu'on va recevoir, parce qu'on a il y a des règles, du coup il y a des choses qu'on attend spécifiquement dans les manuscrits, et en fait dans ce qu'on reçoit et les manuscrits sous lesquels on coule, en fait il y en a énormément qui ne correspondent pas du tout à notre ligne éditoriale, et voilà, en fait c'est un premier tri qui est du coup fait avec le prestataire, et voilà. C'est de repréciser, peut-être pas en général, mais en tout cas en ce moment on veut un livre sur tel thème, etc. C'est plus la ligne éditoriale de la maison à laquelle je travaille, elle est relativement claire, même s'il peut y avoir différentes brèches. Et là, c'est vraiment, on recherche, un récit qui fait la part d'elle à des destins féminins globalement. On veut ça spécifiquement, on veut ça dans tant de signes, entre tant de signes. Franchement, c'est un râteau, donc ça va. Un petit roman ou vraiment un grand roman, juste pas 3 tomes.
Et voilà, enfin, tout simplement, ça reprécise un petit peu ce qu'on attend. Non, je pense que Laure a bien fait le tour. Par contre, si, un truc intéressant qu'on peut rajouter, c'est que parfois les maisons, elles lancent ces concours parce qu'il y a un thème ou un sujet qui est dans l'air du temps, éditorialement. Je pense par exemple à la New Romance. Et en fait, la maison sent qu'il y a un filon commercial, clairement, sur ce nouveau segment, et n'a pas l'habitude de travailler avec des auteurs qui écrivent ça ou n'en a jamais fait. Et le concours, ça va être le moyen de rencontrer des auteurs qui travaillent déjà ou qui ont une envie d'écrire dans ce segment pour potentiellement lancer une collection ou faire un test sur dans ce domaine et voilà, et avec un auteur qui a un potentiel et voilà, et qui correspond. Et puis faut aussi savoir que nous, les éditeurs, on a toutes les contraintes de fabrication derrière. On évoquait ce sujet avant d'enregistrer le podcast. Laure évoquait le nombre de signes délimités. Avoir un nombre de signes délimités, c'est la certitude qu'on va pouvoir faire entrer le livre, par exemple, dans une de nos collections si on a un format spécifique ou un nombre de pages spécifique. Ça va aussi cadrer le truc et ça va être, voilà, le roman, dès sa naissance, il va être charté pour rentrer dans la collection, en fait. On sait qu'on a déjà le papier pour l'imprimer, on sait qu'on a déjà, etc., etc. Nous, on a toute cette logique-là derrière aussi. Et voilà, fermer ce que l'auteur produit avec des contraintes, ça nous permet d'emblée de pas avoir de soucis, quoi. Je pense qu'il y a aussi un petit sujet, tu sans doute ne me contrediras pas, marketing, en fait. Il y a un petit côté, je sais que je l'avais un peu ressenti pour mon premier roman, où c'était aussi l'idée de faire un truc, j'ai eu un bandeau, concours Michel Lafon, Le Monde des ados. D'ailleurs, ça peut être aussi, quand il y a un partenariat avec de la presse, par exemple, je sais que Gallimard, notamment, ils ont un gros partenariat, mais pas que eux. C'est un côté com, en fait, aussi. Storytelling aussi. Ouais, storytelling, ouais. En fait, c'est ça, t'as le storytelling, je pense que t'as tout à fait raison. C'est quand même, avant tout, on cherche à se développer en maison d'édition. Donc, tu cherches à trouver des nouveaux auteurs bankable potentiellement. Si c'est un nouveau segment sur lequel, en effet, t'es pas encore super présent, c'est une super opportunité de le faire. Et c'est vrai que, comme tu disais, en fait, autant que faire ce quoi, ça dépend des stratégies, ça dépend des prix, etc. Mais t'essayes toujours, en tant que maison, on essaye, en tout cas dans ma maison, on essaye de trouver des partenaires médias qui vont nous accompagner sur le lancement du prix, faire un événement lancement avec nous, nous assurer une certaine visibilité dans le média au moment de la sortie, en effet. Et déjà, il y a le storytelling tout au long sur l'appel à manuscrits, etc. Donc, on parle du prix, les gens qui participent pas au prix, en fait, suivent quand même l'histoire du prix, et aussi, finalement, ils voient un peu la chose advenir. Donc, ils ont un peu l'impression de participer à l'histoire aussi. Et là, on fait des petits portraits une fois que la personne a été choisie. Il y a des petits portraits pour la faire connaître avant même que le livre sorte. C'est sûr que c'est vraiment une histoire qu'on raconte. Ouais, il y a de l'événementiel. Ça me fait penser aussi qu'il y a des concours qui annoncent les résultats dans de grands événements aussi. Montreuil et Livre Paris sont particulièrement ciblés, mais ça pourrait être d'autres où ils profitent de ces gros événements pour annoncer. Donc, il y a un effet de com aussi. Pour Folio SF, c'était pour fêter les 20 ans de Folio SF, donc c'était un peu la fête d'anniversaire. Et d'ailleurs, tu parlais donc des critères, des règles que posent les éditeurs parce que ça leur permet de faire rentrer dans une collection et tout. Donc parlons justement des règles. Alors, on va revenir sur les règles juste après. Est-ce qu'on peut parler d'abord des critères de sélection des éditeurs sur les textes? On va reparler des règles. Évidemment, il faut que vous passiez d'abord toutes les règles techniques, on va revenir dessus. Mais au-delà de ça, admettons que vous avez tout respecté, tout bien les règles qui sont écrites dans le règlement. Qu'est-ce qui va faire qu'un texte va être choisi plutôt qu'un autre? Ensuite, une fois qu'ils sont... je sais que par exemple, pour moi, pour mon dernier jour à Montpellier, donc pour les 20 ans de Folio SF, en finale, en gros, dans les finalistes, très clairement, il y avait 2 textes qui sortaient. Comme je disais, c'était très serré. Le mien et celui d'un autre. Et en fait, c'est le mien qui a été choisi parce que c'est celui qui demandait le moins de retravail. Et qu'il y a des délais, en fait, ils se sont dit, ok, le livre du concours, il faut qu'il paraisse à telle date. Et que l'éditeur n'avait pas forcément aussi le temps de passer 1 an à retravailler un texte avec un auteur dont il ne savait pas aussi si l'auteur allait être capable de retravailler dans le sens qu'il envisageait. Donc il a tranché, heureusement pour moi, en ma faveur. Ça aurait pu finir autrement. J'imagine qu'il y a déjà ce critère-là. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, dans ta maison d'édition, tu vois, tu disais, il y a un autre deuxième texte où c'était très serré.
Est-ce que Je sais pas, alors je faisais pas partie du jury de délibération, mais de ce que j'ai compris, c'est surtout qu'il y a quelqu'un qui a vraiment mis le couteau sous la gorge des autres. quelqu'un qui a Il y a adoré des qu'il y ait un Ouais, soutien, voilà. Enfin voilà, je crois qu'il y avait un peu une égalité parfaite et que, enfin voilà, en fait, il a fallu, enfin c'est le truc de la délibération, quoi, il a fallu qu'il y en ait un qui arrive à être tourné. Enfin voilà. Ça se joue pas à grand chose. Hein. Ouais. C'est... Moi, Moi, je sais c'est que quand c'est je- vrai que dans le jury, ils étaient 6. Et je crois qu'au début, il y avait que une personne qui était vraiment à fond pour mon roman. Les autres, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient vraiment à fond pour l'autre et 2 qui étaient pas. Et je crois que c'est Léo Henry d'ailleurs qui les a retournés un par un pour dire non, ce roman il est trop bien et tout. Et je crois qu'il a réussi à prendre Estelle Faye aussi pour la mettre de côté. Mais oui, après ça, on sait pas qui est dans le jury. Ça se joue sur des goûts aussi personnels, des échos qui se jouent avec les œuvres, des auteurs ou quoi qui sont dans le jury. Moi, c'était des enfants, le jury, du coup, mariné quand même, du coup, par Marie Desplechin. Marie Desplechin. Et je sais aussi que pareil, enfin, je sais jamais exactement, mais que pareil, c'était un peu une égalité. Et moi, mon premier, enfin, le roman en question, donc Louis et le pouvoir de la lune, ça parle, on va dire, un peu de là d'où je viens, de la Gironde. Et il y a un des enfants du jury qui était de cette région, en fait. Et lui a eu un énorme coup de cœur pour mon roman. Et je sais qui un peu pareil, a fait basculer le jury, en fait. Et des fois, ça, là, pour le coup, on parlait de chance tout à l'heure. Des fois, ça tient à tellement peu de choses, en fait. C'est... Ouais. Voilà. Et puis en vrai, effectivement, c'est des questions de sensibilité du jury et ça dépend de ce qu'on fait passer en premier. Par exemple, alors moi, je sais plus en détail comment ça s'était passé pour mon cas. Je sais qu'on était 4 finalistes. Et moi, il me semble que ce qui avait fait la différence, c'était plus... Ils avaient fait passer plus en priorité la plume par rapport au thème. Parce qu'il y a aussi ces deux trucs et on peut se dire, bah, ce roman-là, par exemple, il a une thématique qui est hyper actuelle, qui peut super bien fonctionner auprès du public. Ça peut être, bah, il y a un style déjà qui a un potentiel, etc. Et après, bah, c'est en fonction des sensibilités du jury, peut-être de la ligne éditoriale. En vrai, c'est très... Il y a des... Enfin, pour le coup, moi, pour avoir été côté jury, des fois, il y a des très bons romans, mais bah, ils ne collent pas avec le thème entièrement par rapport à d'autres, ou alors, bah, c'est des questions d'affinité, c'est des questions de cible. Et, ouais. D'ailleurs, je voulais revenir sur une chose, c'est sur cette chose de finaliste. C'est-à-dire que souvent dans les concours d'écriture, j'ai pas pensé au tout début quand on présentait les avantages, mais il y a aussi une autre chose, c'est effectivement déjà être finaliste. Enfin, c'est déjà, en vrai, là, ce qu'on raconte, vous voyez, c'est que celui qui gagne, parfois, c'est à rien, c'est à de la chance, c'est à un concours de circonstances. Mais déjà, si vous arrivez déjà à être finaliste d'un concours d'écriture, c'est déjà, en vrai, un tel encouragement et c'est déjà le signe que votre texte, bah, il est déjà super. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi dans les avantages qu'on n'a pas dit, c'est que parfois, j'imagine que vous recevez un nom d'une maison d'édition, mais en fait, vous savez pas que vous êtes pas loin, quoi. Là, vous le savez, vous êtes pas loin. Et en plus, tout ce qu'on a déjà dit, des numéros 2 sont parfois publiés. Parfois, je sais qu'aussi, il y a des textes qui ont été finalistes d'un concours et qui ensuite sont envoyés, l'auteur ne perd pas espoir, retravaille un peu, envoie une maison d'édition et là, ça passe, ça y est, il est publié par la voie normale. Voilà, c'était Oui, gagner en confiance, c'est vrai que gagner en confiance, c'est ça, voilà. Ouais. Ben oui, effectivement, dans mon parcours, je l'ai pas dit, mais quand j'avais 25 ans, je participais au prix du jeune écrivain. Voilà, un concours de nouvelles. Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez y participer, et que vous soyez de n'importe où dans le monde, tant que vous êtes francophone. Et donc voilà, j'avais envoyé une nouvelle, et j'avais été... En gros, il y avait 12 nouvelles finalement publiées, et j'avais été dans les 24 derniers. Et là, pour le coup, c'est des milliers de personnes qui envoient dans le monde entier, donc j'étais déjà trop contente. Et l'année d'après, je me suis dit, allez, je retente, et cette fois, ma nouvelle a été retenue dans le recueil. Et c'est ça qui m'a donné la confiance pour Folio Essai. En fait, je me suis dit, ah bah attends, j'ai un roman dans les tiroirs, je vois passer ce concours, je pense qu'il peut coller à peu près au thème. Et ben, le fait d'avoir été validé par un jury d'auteurs, en plus qui était prestigieux et tout, je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, ce que j'avais écrit et que je pensais être nul, bah, peut-être que c'est pas si nul que ça, je vais me replonger dedans. Et voilà, ça m'a effectivement donné la confiance. Et du coup, tu l'avais repris le roman ou il était déjà fini et tu l'as envoyé? Énormément repris. On va reparler de ça. On va reparler de ça sur est-ce qu'il vaut mieux envoyer un roman déjà écrit et l'adapter ou le travailler, ou est-ce qu'il faut écrire un roman pour en parler. En l'occurrence, j'avais déjà quelque chose d'existant, mais j'avais énormément retravaillé. On peut parler aussi du fait que sur le côté donc toujours éditeur, il y a une sorte de prise de risque, c'est que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber en fait. Il est vrai.
Et souvent, il y a une clause, vous verrez dans les règlements, la maison d'édition se réserve le droit de ne publier aucun auteur à l'issue du concours si déjà aucun texte ne convient à ses critères de qualité, etc. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, si on a un texte qu'on aime bien, mais que finalement l'auteur, on ne veut pas bosser avec. Enfin, j'imagine que l'idée, c'est aussi de trouver un auteur plus qu'un texte. Ouais, c'est construire une relation. Ouais. C'est de construire une relation sur le long terme. Comme de toute façon, j'ai envie de vous dire, tous les auteurs, enfin, toutes les relations auteurs-maison d'édition, idéalement, sont faites pour durer, quoi. Le truc, on publie un roman et ensuite on fait plus rien ensemble, c'est dommage des deux côtés. Ça arrive, hein, je dis pas que ça n'arrive pas et tout, mais l'idéal c'est de construire une relation sur le long terme. Et je pense que particulièrement dans le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, on va volontairement chercher à s'élargir ou à faire de nouvelles choses et justement aller chercher des auteurs pour construire ça. On a envie de construire un truc sur le long terme. Donc si le profil de l'auteur correspond pas à quelqu'un avec qui on a envie de travailler, j'en sais rien, pour une raison X ou Y, oui, du coup, c'est problématique, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que ça arrive quand même relativement tard, le moment où on se rend compte de la personnalité de l'auteur, et en vrai, je pense pas que ce soit, enfin après peut-être ça dépend de la taille de la maison et de sa vision héroïste ou pas de la chose, mais une fois qu'on est engagé dans le processus, en vrai, en fait, en tant que maison d'édition, on ne choisit pas de ne pas publier un texte parce qu'on n'en aime pas l'auteur. En fait, concrètement. On peut le faire si un auteur manque de respect à toute l'équipe. Franchement, ça peut être des choses qui, quand même, malheureusement arrivent. Mais est-ce que si, par exemple, l'auteur refuse de retravailler le moindre truc alors que vous pensez que c'est nécessaire? Oui, ça, je pense que ça peut être ça, en effet, je pense que ça peut être très compliqué dans ce cas-là. Mais je pense que si dans un monde idéal, il est arrivé, il a été vraiment sélectionné comme lauréat, on est déjà suffisamment sur un texte qui a déjà suffisamment convaincu les membres du jury pour être publiable comme ça. En tout cas, nous, c'est plutôt ça qu'on cherche. Ça peut être de la négociation de clauses contractuelles a posteriori aussi, qui pose problème. Hein. L'auteur veut un certain pourcentage, l'éditeur n'est pas d'accord. Oui, si c'est pas défini dans les règles du concours de d'aller base, chercher le finaliste numéro 2. Voilà. Non, mais c'est horrible, hein, mais je préfère le dire aux auditeurs parce que c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. On n'est pas d'accord sur ce style de détail ou sur tout autre détail, et voilà, quoi. Mais c'est vrai aussi, là où tu as raison, que si on n'est pas satisfait des textes, on peut faire une année blanche, se dire non, parce que c'est aussi notre image en tant que maison, de devenir un texte un peu moyen dans lequel en fait on ne prend pas tant. C'est notre image, c'est aussi les partenaires qu'on a du coup, si on a réussi à mettre des partenaires dans la boucle, on va un petit peu, tout le monde va être un peu déçu du truc, donc finalement, peut-être. Et c'est la crédibilité du concours aussi, parce que nous, on a après nos diffuseurs et distributeurs qui vont aller en librairie, dire regardez notre concours, c'est super, on le fait tous les ans, commandez 100 livres, et en fait, s'ils en vendent 5 sur les 100, l'an prochain, l'interlocuteur va revenir, va dire regardez notre concours, super, commandez-en 100. Le libraire va dire merci, mais l'an dernier j'en ai vendu 5, donc je vais en commander pas du tout, ou en commander que 5, et c'est pour l'éditeur se tirer une balle dans le pied en fait aussi, quoi. Donc la crédibilité du concours et la qualité du résultat, elle est très importante pour que ce soit pérenne. Alors on va revenir du coup sur les règles qui apparaissent généralement dans les concours. Des règles assez techniques qui apparaissent. Souvent, il y a un thème plus ou moins large, un nombre de signes, comme je dis, une fourchette ou un râteau entre tel et tel signe, une pelleteuse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en général? Après, ça va être plein de trucs techniques. La trondage, moi j'avais la cible. Ça peut être le genre, mon thème genre, on va dire ça ensemble. Donc on a mis sur quel type de papier? Sur quel type de papier? Ah oui, bien sûr, oui, mais ça bien sûr. Oui, bien sûr, oui, genre, c'est sur une feuille blanche avec du texte de roman. Au final, c'est plus le nombre de signes qui est un peu intéressant. On parle du nombre de signes, mais ça peut être aussi un nombre de chapitres. L'éditeur peut vous demander les 3 premiers chapitres et le synopsis du reste du roman. Ça précise parce que là, on parle de nombre de signes, mais ça peut être, ou comme moi, j'ai participé à un concours à jour un peu pour rigoler, et c'était, je crois, juste le premier chapitre et le synopsis du roman. Un concours duquel Romane avait été finaliste. C'est celui-là, ouais, le concours à jour.
Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, donc déjà, lisez bien toutes ces règles. Et respectez-les. Et respectez-les. C'est pas anecdotique. Ouais, est-ce que vous pensez que c'est rédhibitoire, par exemple, un roman de maximum 500 000 signes, et moi, le mien, il fait 550 000. Je ne vois absolument plus quoi couper, et je pense que si je coupe, le roman perd de son intérêt, je l'envoie quand même. Est-ce que c'est rédhibitoire? Vraie question. Oh là là, Moi, ouais. en tout cas, moi, quand j'entends, toi, tu diras ton. Moi, je sais qu'en tout cas, quand j'en avais parlé avec. C'était Michel Lafon, parce que là, le roman était terminé et tout. C'est assez. Enfin, eux, en tout cas, ils étaient très stricts sur les règles. Hein, Je veux dire que s'ils reçoivent ça, juste ils je l'ouvrent crois, pas. je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ah, moi, je serais pas aussi catégorique. Ah ouais. Une ça dépend Moi, je des pense que débats. si vraiment le texte il a un intérêt et qu'il dépasse pas non plus Ouais, il y a un- la Bah, moitié. oui, alors il y a peut-être une petite. Je pense qu'il y a une tolérance de une la petite tolérance. Bah, mais- ça va Ouais, pas empêcher ouais, le c'est début, mais par contre, je pense que si par exemple ils veulent choisir 5 finalistes et qu'il y en a 6, peut-être qu'ils vont privilégier ceux qui respectent vraiment le nombre de signes. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur les règles, j'ai quand même une petite anecdote. Alors, on va en reparler, je crois que tu voulais en parler juste après, mais ça fera peut-être le lien. Je sais que dans les finalistes du concours Michel Lafon, dans les règles, il y avait ne pas avoir été publié. Et je crois qu'il y avait Je me demande s'il n'y avait pas carrément une clause, genre même auto-édition. Genre vraiment, c'était non, quoi. Même auto-édition. Et dans les finalistes, il y avait un bouquin qui était un gros coup de cœur pour tout le monde, globalement, mais qui était auto-édité. Et ils l'ont sorti. Genre vraiment, voilà. Aussi, c'est des règles qui sont pas arbitraires, parce que tu parlais par exemple tout à l'heure de nous, nos romans de telle collection, c'est pour cette collection-là qu'on fait le concours, c'est 500 000 signes, 550 000, ça rentre plus dans le nombre de pages, donc ça peut pas rentrer dans la collection, il peut y avoir ça. Et tu parlais aussi juste des prestataires, par exemple. Tu peux juste expliquer comment ça se passe? Alors, je connais pas complètement les détails, donc je veux pas dire de super bêtises, mais on fait appel à un prestataire qui fait le premier tri, et je suppose que c'est quelque chose au nombre de manuscrits et globalement au nombre de signes qui sont lus. Comment vous les payez, c'est ça? Ouais, voilà, comment on les paye, pardon. Voilà, après c'est un peu bizarre parce qu'on a tout intérêt à recevoir quand même pas mal de manuscrits parce que ça fait un argument marketing à utiliser, donc voilà, mais en même temps on ne veut pas trop les payer non plus. Donc oui, il y a pardon. Pas de dépenser trop ravi d'argent. de payer ce prestataire, mais voilà. Mais il peut y avoir ces considérations-là. Après, moi je pense que dans ma maison, 55 000 pour 50, vraiment Une ça tolérance de passerait. 10%. Ouais, Enfin, voilà. ça. Par contre, encore une c'est fois, 700 000. vraiment, c'est entre 250 et 800 000. Oui, peut-être qu'en Ouais, interne, on vraiment, se met une petite marge enfin, de... vraiment, je pense que oui, si c'est 1,2 million, franchement, non. Voilà. Mais, Ouais, moi dans mon cas, c'est que c'était aussi adressé à. C'était de la jeunesse, il y avait une cible. Et ça allait avec, en fait. Ça allait un peu avec l'idée, on veut un roman jeunesse. Et parfois, pour les tranches d'âge, il y a un truc, ils ont des formats un peu plus arrêtés. Mais du coup, c'est le moment de caser mon anecdote sur toujours ce même concours et ce même roman. Donc moi, je sais plus, c'était peut-être 350, 400 000. Il y avait une limite, on va dire que c'était 400 000 signes. Et mon roman faisait genre 470 000, quoi. Donc vraiment, il était largement au-dessus. Et moi, comme je suis une bonne élève, je me suis dit, il faut qu'il rentre en dessous, absolument. Et j'avais dû couper tout un point de vue, vraiment couper, mais au millimètre près, ce texte pour qu'il soit à 399 996 signes, quelque chose comme ça. Et ça passe. Et je crois que j'en avais parlé à maîtresse et elle m'avait dit, mais t'as bien fait. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je vous dis que ça aurait été trop pour eux. Mais néanmoins, une fois que le jury a choisi le texte, etc., qu'on est passé sur le retravail, elle m'a dit, quand même, les enfants, il y a un personnage, ils auraient bien aimé en savoir plus sur lui. Et là, j'ai pu dire, mais ne t'inquiète pas, il y a une version longue et la version publiée est bien plus proche de la version longue que de la version du concours. Donc, moi, mon avis très personnel, ça n'engage pas les autres membres du club, mais le mien, c'est de respecter les règles, vraiment respecter les règles. Et en fait, vous avez rien à... T'es sûr que tu te tires pas une balle dans En le fait, pied, c'est ça, t'es sûr. Et ce qui est génial, c'est que si tu gagnes, mais bien sûr que là, c'est le moment de dire que t'as une version longue. Et en vrai, voilà quoi. Mieux vaut trancher un peu de gras et le remettre plus tard et ne pas se risquer. En plus, c'est un super exercice pour moi. Le texte a gagné largement assez. Oui, en fait, ce serait trop bête de jamais savoir et de toujours avoir ce petit regret en tête de j'ai pas gagné. Et si c'est juste parce que j'avais trop de signes. On en a un petit peu parlé, mais on peut peut-être revenir dessus sur le fait des textes auto-édités. C'est souvent indiqué dans les règlements. Moi, c'était par exemple
comme c'était un concours du premier roman, il y avait écrit il faut que l'auteur n'ait jamais été publié. Il n'est pas précisé sous quel format. Donc, comme c'était un peu flou, je suis partie du principe que c'était n'avait jamais été publié en tant que roman. Mais j'avais déjà une nouvelle publiée, celle dont je parlais tout à l'heure, le concours du plus jeune. Et donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas saboter mes chances et me dire, bah non, tant pis, j'envoie pas mon roman parce que j'ai une nouvelle publiée dans un obscur recueil. Donc, je l'ai envoyé quand même en me disant, je vais juste me taire parce que si je ne leur dis pas, ils ne pourront pas le savoir. Ils ne le sauront jamais. Et je pense que de toute façon, ils s'en fichaient complètement. Mais jusqu'au bout, j'étais un peu, tant que le contrat n'était pas signé, genre surtout, je ne l'ai dit à personne. Ouais, voilà. Donc, ouais, dans le doute, voilà, faites profil bas. Et sur l'auto-édition, oui, c'est peut-être une question de droit aussi. Ouais, c'est tant qu'on a toujours les droits, tant que vous pouvez le retirer des plateformes. Je sais qu'il y a des choses. Bah, moi, perso, c'est ce qui m'est arrivé. En gros, du coup, moi, donc, l'héritage des bercères, mon premier roman public, en fait, je l'avais auto-édité. Mais alors, vraiment, je l'avais auto-édité juste pour l'avoir en format livre chez moi. Donc, j'en avais vendu 3 et genre, c'était moi qui les avais achetés. Et du coup, du moment où j'ai su que j'étais dans les finalistes, je l'ai retiré de la plateforme. Et c'était il y a bien 14 ans. Donc, c'était pas, je pense qu'il n'y avait pas encore tous ces trucs de plateforme de diffusion. Donc, ça a été méga rapide. Genre, j'ai mis sur off et tout. Mais c'est une question qui revient souvent. Et après, bah, en vrai, bah, tu t'auto-édites, donc t'es propriétaire des droits de ton roman. Donc, à partir du moment où tu as la main là-dessus, et où bah, tu le mets en off, à partir du moment où tu candidates ou autre, bah, c'est un peu la question de, bah, est-ce que, je sais qu'il y a des questions qui se posent aussi sur, j'ai envoyé mon roman à tel concours, est-ce qu'en attendant, je tente ma chance auprès d'autres éditeurs ou pas? Ça, c'est l'appréciation de l'auteur. Ouais, je pense globalement, il faut vraiment essayer de bien le règlement le plus précisément possible. Il y a aussi une question qui revient souvent, c'est par exemple, je suis mineure, est-ce que je peux participer? Souvent, ça va être précis dans le règlement. Après, s'il y a vraiment une question comme ça que vous avez et que vous n'avez pas la réponse dans le règlement et vous vous demandez vraiment si ça vous disqualifie, je me dis que souvent, les maisons qui font ça vont communiquer sur leur concours sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pouvez envoyer un message sur Instagram aux maisons pour leur dire... Voilà, ne leur faites pas une liste de 15 000 questions avec et si j'ai 502 000 signes au lieu de 500 000, est-ce que ça va? Et si je mets en tag roman 11 au secours, j'ai envoyé, c'était au lieu de... Vous allez tomber sur la personne qui gère les réseaux sociaux, qui est peut-être pas forcément, enfin, qui en plus, ça peut-être pas, enfin voilà, et le fait de faire les allers-retours dans la maison, enfin voilà, pour des questions comme ça, c'est un petit peu... Voilà, mais ici, c'est par exemple, il n'y a pas écrit qu'il faut être mineur ou majeur, j'ai 16 ans, est-ce que j'ai le droit? Voilà, comment faire? Ça peut être une question que d'autres se posent aussi, donc ça peut être pertinent d'aller demander sur les réseaux sociaux de la maison. Peut-être que la maison se dira pour l'année prochaine. Voilà. Je le rajoute dans le règlement. Généralement, c'est quand même les services juridiques qui rédigent, qui jettent un œil les services juridiques à ces contrats, enfin, à ces règles, et généralement, c'est quand même assez carré, non? Et je pensais juste à un truc sur les droits, parce que c'est vrai qu'il y a le truc de l'autopublication et le fait aussi de l'avoir mis potentiellement sur des plateformes. Je pense juste il y a certaines plateformes, faites attention, parce que si vous publiez dessus, ça appartient potentiellement à une maison d'édition qui a le droit de préempt sur le texte. Par exemple, Fixia, ça appartient à Hugo, voilà. Donc, en fait, voilà, si vous avez envie de faire comme une sorte de Wattpad, tester un petit peu vos textes, tout ça, sachez que c'est Hugo qui détient les droits. Vous ne pouvez pas... Vous pourrez gagner, mais vous ne pourrez pas être publié dans une autre édition. Grosse question. Alors, on parle là depuis tout à l'heure de concours de romans. Donc, on va continuer à parler de concours pour les romans pour l'instant. Un concours sort avec un thème. Et la limite est pendant 6 mois. Est-ce que j'écris un roman sur ce thème ou est-ce que j'essaye de caser un roman que j'ai déjà et dont je pense qu'il peut rentrer dans le thème? Ou est-ce que j'essaie de caser un roman que j'ai déjà et qui ne rentre absolument pas dans le thème? Parce que j'essaie de rentrer au chausse-pied. Sur un Vraiment, ça peut rentrer, je suis sûre. Donc bon, non déjà. Mais les deux autres options, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez fait par exemple? Alors, moi je sais que dans mon cas, quand le concours a été lancé, la remise des manuscrits c'était genre 6 mois plus tard. Et alors, écrire un roman en 6 mois, ça peut être possible, mais je pense que c'est clairement pas le cas de tout le monde. Et moi, en fait, dans mon cas de figure, j'avais déjà bien avancé le roman,
Et du coup, ça m'a juste donné un petit boost supplémentaire pour le terminer et participer. Du coup, ça peut être un cas de figure. On a déjà le roman en route, voire on l'a déjà entamé, et ça le met un peu plus sur les rails pour candidater. Est-ce qu'il y avait un thème, tu te rappelles? Non, il n'y avait pas de thème. C'était juste le nouvel auteur jeunesse des éditions Michel Loss. Il fallait que ce soit de la fantaisie? Alors non, c'était hyper large comme thème. Et d'ailleurs, les finalistes, je me souviens que c'était très très différent. Laetitia rigole parce que c'est le même concours qu'elle a gagné 10 ans plus Oui, tard. vraiment, c'est juste qu'il s'appelle pareil, ouais, c'est très drôle. Il y avait un thème ou pas? Il n'y avait pas de thème, et comme je te dis, moi, c'était plutôt. Enfin, je crois pas qu'il y avait de thème. Hein. Après, c'était pas exactement parce que moi, c'était. Ah non, moi, c'était avec 20 minutes en partenariat. Ouais. Partenariat avec 20 minutes. Mais il n'y avait pas d'ado dans le jury. Il y avait les éditeurs, il y avait l'éditeur d'Harry Potter, et il y avait Anne Roubillard, qui était l'autrice star, l'autrice des Chevaliers d'Émeraude, qui était vraiment la série star de Michel Loss. Il n'y avait pas d'enfant. Moi, dans les critères, là, c'est ça? Est-ce qu'il faut avoir Oui, déjà est-ce que commencé d'abord, au depuis roman, sur ou les est-ce que critères, tu prends ça comme un truc de commentaire? Ok, non, moi, il était écrit. Le texte, alors, dans un cas sur deux, bien sûr, si vous connaissez l'histoire. Dans le cas de Michel Lafon, le texte était déjà écrit, et je l'ai un tout petit peu, je pense que c'est exactement comme Chris, un tout petit peu adapté. C'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai réduit pour que ça rentre dans le critère de taille, et j'ai aussi un tout petit peu enlevé certaines scènes parce que c'était une cible. C'était un roman 12-14, et il y avait, je crois que c'est toi d'ailleurs, Chris, qui l'avait bêta lu et qui m'avait dit mais si t'enlèves 2-3 trucs, ça sera bien pour les plus jeunes. Parce que tu l'avais écrit pour une cible un peu plus âgée. En fait, j'avais pas réfléchi à de cible à la base, en fait. C'est surtout ça la vérité. Et il y avait, mais c'est rien, hein, vraiment, j'ai enlevé. C'est des mots, vraiment, on parle là d'un mot un peu sanglant, c'est rien, quoi. Voilà. Moi, c'était à peu près pareil. J'avais ce roman dans les tiroirs. Il y avait un thème pour le coup, c'était 1001 voix. Mais je pense que c'était un thème plus ou moins précis. Très large. De communication, en fait. Je pense que c'était Folio, les 20 ans de Folio SF. On est aussi un découvreur de nouvelles voix de l'imaginaire. Et donc 1001 voix, genre les 1001 voix de l'imaginaire. Mais je crois que pour avoir un peu eu le débrief des délibérations du jury, quelqu'un qui a dit à la fin, un peu peut-être par mauvaise foi quand c'était en finaliste, oui, mais ça rentre pas du tout dans le thème 1001 voix. Et quelqu'un d'autre a dit si, parce que j'avais fait attention à ce que ça rentre un minimum dans le thème. Donc comme j'ai dit, j'ai ressorti des tiroirs, je l'ai vraiment complètement retravaillé, mais pas avec le thème en tête, juste en me disant je vais faire le meilleur texte possible, et en l'état il n'est pas publiable. Mais quand même, je savais qu'il pouvait rentrer parce que, alors il n'y avait pas 1001 voix, il y en avait quand même déjà 3. Il y avait 3 points de vue différents, donc il y avait 3 voix. Et puis entre les chapitres, j'avais des documents de l'univers qui étaient à chaque fois d'une voix différente, d'un journaliste, de la police, de je ne sais qui. Donc ça c'est toujours pas 1001 quand on les ajoutait, mais ça fait déjà une bonne 50aine. Et puis je crois qu'à un moment, dans le roman, j'ai casé l'expression 1001 voix dans une description. Voilà. Pour me dire, au moins là, ils peuvent pas dire que ça passe pas dans le thème, parce qu'il y a carrément... donc voilà, c'était un peu pour être sûr de ne pas rater ce coche-là. Mais je serais un peu de votre avis aussi d'écrire un roman flash comme ça en 6 mois pour un thème. Ça me paraît risqué. Je pense que ça se sent de l'autre côté. Ça a été un peu écrit sur mesure pour le concours. Surtout, il n'aura pas eu le temps de reposer, il n'aura pas forcément eu le temps d'être bêta-lu, vous n'aurez pas forcément eu le temps de le retravailler, et il sera probablement moins abouti que le roman de quelqu'un qui a déjà exploré, creusé son univers, ou carrément fini quelque chose, et où il va y avoir une rencontre en fait entre l'univers qui existe déjà et le thème du concours, et probablement vous serez désavantagé en fait. Et d'ailleurs, souvent quand on écoute les auteurs qui ont gagné ces concours d'écriture, souvent c'était des auteurs qui avaient leur roman dans le tiroir, qui étaient en train de travailler dessus, ou qui l'ont sorti comme toi, Chris. C'est une rencontre. Il y a un truc de synchronicité un peu entre le projet d'un auteur et un éditeur, comme finalement pour un manuscrit qu'on envoie par voie classique et l'auteur cherche ça à ce moment-là et paf quoi. Ça fait des choquettes. Après, rien ne vous interdit, si un thème vous inspire d'un concours, d'y aller, d'écrire le roman, de l'envoyer, en sachant que, il y a peut-être des auteurs qui auront plus travaillé leur texte, mais si ça vous inspire et que ça vous fait plaisir d'écrire sur ce texte et de l'envoyer, tentez votre chance. Il n'y a rien à perdre. Il y a un prochain concours. Oui, aussi. Il sera aussi dans le thème et il sera prêt, vous pourrez le réaliser. Exactement. Si vous êtes inspiré, allez-y quoi. Peut-être juste une parenthèse avant de passer justement sur ce
côté du thème et sur les appels à nouvelles où souvent les thèmes sont beaucoup plus précis. Petit point contrat. Il y a eu pendant un temps quand même un peu une bataille entre auteurs et maisons d'édition sur justement le sujet des concours. Parce que c'était aussi le moyen pour les éditeurs de, alors je vais dire de manière très cynique, hein, c'était sans doute pas fait comme ça avec l'intention, mais de repérer des jeunes auteurs qu'on allait pouvoir publier avec des bons textes sans trop les payer, voire sans les payer du tout, et avec des clauses de contrat abusives derrière parce que tu es déjà bien content d'avoir gagné le concours. Il y a des auteurs qui se sont battus pour que derrière, quand tu as gagné un concours, tu as un contrat un minimum correct. Et je sais que par exemple, dans le jury de Folio SF, il y avait, je crois que Estelle Faye avait dit je vais d'abord voir le contrat et si le contrat ne me semble pas correct, je ne fais pas partie du jury en fait. Ça me semble très éthiquement respectable, mais c'est pas toujours le cas. Et malheureusement, je pense que je sais pas si dans les règlements c'est déjà écrit, genre vous gagnez quoi? Juste la publication avec contrat d'édition. Ça dépend des concours, je pense. Ouais. J'imagine un contrat d'édition, souvent c'est de la promesse que t'as dans le règlement. Mais c'est même pas sûr. En fait, c'est même pas sûr qu'on a rédigé comme ça. Ouais. Ça dépend des concours, je pense. Ouais. Mais du coup, peut-être renseignez-vous, ne serait-ce que sur la réputation de la maison où ils lancent le concours. Ça ne veut pas dire qu'ils vous donneront derrière, même si c'est une maison qui a une réputation, des avaloirs mirobolants, mais qu'au moins vous aurez un contrat d'édition qui ne sera pas abusif. Ce qui est quand même important. Et ce qui n'était pas le cas forcément, quand Marie a commencé par exemple. Les droits de préférence. Les droits de préférence par exemple. Droits de préférence, ne pas communiquer sur le droit d'avoir un avaloir pour un auteur. Et moi je ne savais pas. En fait. Moi j'avais 19 ans quand je commençais. J'ai appris ça 3 mois après. Ah oui, donc j'avais droit à un avaloir. Ah oui, voilà, Marie n'a pas été payée. L'éditeur ne lui a pas dit que ça existait d'être payé pour à ce moment. Et surtout, le droit de préférence, c'est tu t'engages dans le contrat à publier tes X romans suivants chez ce même éditeur. C'est illégal. Ce qui est illégal aujourd'hui. C'est une petite clause abusive. Enfin, c'est pas tout à fait. Si vous allez devant un tribunal, vous gagnez. C'est en cas des séries. Et l'éditeur peut râler, mais il faut tenir bon là-dessus. Et ça, c'est hyper compliqué quand t'es un jeune auteur, que t'as gagné un concours ou que tu débutes là-dedans. C'est ma chance. C'est très compliqué. Voilà. Aujourd'hui, normalement, ça ne se fait plus trop. Mais soyez quand même attentifs à ça. Droit de préférence. En tout cas, vous avez largement le droit de revenir là-dessus, je pense. Je pense pas que si votre texte est vraiment bon et que la maison d'édition a envie de le publier et que le seul truc qui vous chiffonne sur le contrat, c'est le droit de préférence, si vous demandez à le retirer, je pense pas que la maison d'édition va tout annuler pour ça, sachant très bien que normalement il n'est pas tout à fait dans son droit. C'était mon cas en fait. Voilà. Pour tout vous dire, c'était mon cas. C'est la seule chose que j'ai demandé sur le contrat à retirer. Et ça a été accepté. Voilà. Et plus généralement sur comment être édité, sur toutes les bonnes pratiques pour mettre le maximum de chances de votre côté avec votre texte, allez voir notre épisode sur comment être publié, où on va beaucoup plus en profondeur. Et je pense qu'on parle aussi des contrats. Alors, c'est le moment où je vais m'approcher de l'ordinateur pour voir à combien de temps nous en sommes sur l'épisode, pour voir si on peut passer ou pas à la partie écrire sous contrainte, quand justement il y a un thème. Oh, ça va. On est à 58 minutes. On va se laisser une petite vingtaine de minutes pour parler du coup de l'écriture sous contrainte. Écrire sous contrainte. En général, il y a des thèmes, surtout dans les appels à nouvelles, où là, pour le coup, je pense qu'on va souvent écrire des nouvelles exprès pour le thème en question. Et le thème va être ce qui va déclencher en fait l'écriture de la nouvelle pour le concours. Même si vous pouvez en avoir dans vos tiroirs aussi qui correspondent, mais c'est plus rare parce que c'est souvent des thèmes plus précis. Souvent, on entend de la part d'auteurs, de jeunes auteurs, mais la contrainte, ça va brider ma créativité, ils ne vont pas vraiment voir ce que je suis capable de faire. Et on voudrait démystifier un petit peu ça. On parlait justement, peut-être je peux revenir dessus, en fait, quand on écrit, on se met déjà plein de contraintes de base. Écrire, c'est se contraindre. En fait, déjà, écrire, c'est choisir une forme d'expression artistique, celle des mots, alors qu'on pourrait choisir n'importe quelle autre. Danser, dessiner, j'en sais rien. Tu vas loin, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste l'instant philo. C'est l'instant philo, exactement. Non, mais c'est juste pour partager avec nos auditeurs le fait que, en fait, on se pose même pas la question quand on aime écrire. Juste, on écrit. Mais en fait, déjà, l'écriture, c'est une forme de contrainte, et c'est une grosse forme de contrainte. Créer un univers, des personnages,
construire un scénario, etc. et le faire qu'avec des mots sur du papier, en fait, c'est extrêmement difficile et hyper contraignant si on y réfléchit. Et le faire avec un certain style. On veut avoir un style. Or, un style, c'est une contrainte. On veut écrire pour un certain public. Donc, on va aussi se mettre des contraintes d'emblée. Enfin, on peut s'en mettre 1001 nous-mêmes de base. Est-ce que finalement, se retrouver imposer un thème par un tiers, c'est vraiment si grave que ça? Et est-ce que c'est vraiment une contrainte de plus? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière de canaliser sa créativité? Moi, je serais plutôt du côté de, c'est une manière de plus de canaliser sa créativité, qui l'a déjà été par toutes les choses que j'ai citées précédemment et qui sont en fait aussi des contraintes. Ça peut être c'est plus un cadre qu'une cage, quoi. C'est pas forcément un truc qui enferme, au contraire, ça peut donner une structure, une direction. Surtout que tu choisis en fait l'appel à texte auquel tu réponds. Si le thème ne te parle pas du tout, en pas en écho avec ton univers, c'est pas une contrainte, ça va plus te contraindre. Mais si c'est un thème, tiens, ça me donne une idée, au contraire, c'est la petite allumette qui va embraser, qui va allumer l'imagination. Alors, Marie, tu as notamment beaucoup écrit sur contrainte. Tu fais souvent le Write-Over, donc c'est un défi en octobre qui consiste à écrire chaque jour un micro-texte sur un thème imposé, justement. Récemment, tu as écrit une nouvelle, Les Fleurons de la Reine. D'ailleurs, vous pouvez aller lire sur l'Insta de Marie, donc Marie Caillé, qui est en général en description de la vidéo YouTube. Tu as le lien, hein, c'est ça, dans ta bio, je crois. Je y ai toujours. Je pense. Je vais le Oui. Sinon, vous pouvez le retrouver en description d'une des vidéos, je crois. On a mis la vidéo YouTube, le teaser vidéo. Voilà, donc Marie a écrit une nouvelle à partir justement d'un appel à texte qui était de KPDP. Voilà. Et en fait, je ne sais plus trop pourquoi, mais ça m'a bien voté. Et du coup, et alors que c'est pas du tout un thème que j'aurais eu le réflexe de faire moi-même. Et du coup, pour le coup, c'était une nouvelle avec un nombre de signes définis, une échéance de date, une thématique qui a fait tout un univers de perles poudrées, de fleurets et autres. Et après, de tout ce qu'on met derrière ce thème-là. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé faire ça parce que j'ai pas beaucoup écrit de nouvelles avant ça. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me dire, bon, il y a ce thème-là qui m'inspire mais que je connais pas trop. Donc, comment est-ce que je peux un peu canaliser tout le réseau de symboles que je vois autour de ça? Comment je fais pour mettre ça dans une nouvelle avec un format défini, avec quand même une thématique, une chute, etc. Et en fait, ça me donnait plein de jalons et plein de possibilités pour créer cette histoire-là. Et comment on fait pour que la contrainte, pour que le thème, par exemple, ne vienne pas entrer en conflit un peu avec ce qu'on a vraiment envie d'écrire? Est-ce que toi, comment ça influence vraiment le processus d'écriture, en fait, d'écrire sous contrainte, tu vois? Alors moi, je sais que pour ce projet-là, j'avais un peu fonctionné avec la mind map. C'est que au milieu, on prend une page, on met 2 KPDP et après on met tout ce à quoi ça fait penser. Donc ça permet de faire plein d'associations d'idées. Genre brainstorming. Ouais, voilà. Et après de garder vraiment ce qui scintille le plus à nos yeux. Donc en vrai, c'est un thème imposé, mais on choisit quand même des sous-thèmes. Par exemple, je sais que je connais d'autres gens qui ont participé à ce thème de KPDP. Moi, je suis allée dans un Versailles inventé, mais il y a aussi des gens qui sont allés vers les pirates, parce que c'est aussi quelque chose de KPDP. Et du coup, souvent les thèmes en plus des concours sont assez larges, et en fait, on va y mettre aussi nos propres motifs et les propres choses qui nous inspirent nous. Donc en fait, c'est une contrainte qui n'en est pas forcément tellement. Si ça nous inspire, il faut que ça nous botte un peu de base. Et alors là, on parle aussi de contraintes de thème, mais en fait, il y a les contraintes de taille, par exemple, de deadline, etc., qui font aussi partie des contraintes dans un concours nouvelle. Et parfois des contraintes qui ne sont pas tellement écrites. Mais je pense par exemple au concours La Martinière, pour lequel il n'y avait nulle part écrit qu'il fallait que ce soit une romance, mais c'était le concours Sarah Gimassi, qui est l'autrice de Un palais d'épineux de rose, publié chez La Martinière, qui est un peu... Voilà. Et donc toi, comment tu as vécu ça? Ouais, il est vrai que, alors, je raconte souvent, si vous écoutez le podcast, vous connaissez l'histoire, je raconte souvent que j'ai envoyé... à cette époque, j'arrivais pas à terminer le texte. Une copine me dit, il y a un concours, il faut juste envoyer 3 chapitres et un synopsis. Tu as plein de débuts d'histoire dans ton ordinateur, donc tu peux en envoyer un. J'en envoie un, je gagne, je m'y attends pas. Ça, c'est vrai, mais ce que je raconte très rarement, presque jamais,
c'est que, malgré tout, pour choisir les 3 chapitres que j'ai envoyés à ce concours, donc j'avais effectivement dans mon ordi plein de débuts d'histoire, genre une trentaine d'histoires non terminées, ou vraiment de débuts d'histoire. J'ai été voir ce que La Martinière publiait, en fait. J'ai été voir, j'ai vu qu'il y avait Sarah Gimage, je te l'ai même emprunté, si tu l'avais, voilà, pour le lire et tout. Et c'est en fonction de ça que j'ai choisi les 3 chapitres en question. En gros, ouais, ça a fait écho quand même. Je me suis dit, ça peut peut-être rentrer dans le truc, c'est pas si mal écrit, et voilà. Et dans le synopsis que j'avais envoyé, je pense qu'il y avait peut-être même plus de romance que ce qu'il y a eu à la fin, en fait. Donc effectivement, c'est vrai. En fait, t'as pris en compte la ligne Ouais, de j'ai la carrément maison, pris en compte la ligne qui n'était pas exprimée comme une C'était contrainte pas de du tout base. dit, non. Ouais, effectivement. Ça a dû jouer. Ben, probablement, je sais pas, mais sans doute. Oui, tu t'es dit, l'univers de ce roman, il va matcher avec Avec l'univers l'éditorial. éditorial de la maison, quoi. Ouais, et c'est c'est ça. hyper intelligent. Ouais, Enfin, t'as mis toutes les chances de ton côté en faisant ça, je pense. inconsciemment. Je tiens un truc un peu inconscient bizarre, mais oui, c'est vrai. Un écueil qu'on peut souvent voir dans les nouvelles qu'on reçoit pour des appels à texte, j'ai fait partie il y a longtemps d'un comité de lecture qui disait ça. C'était en fait des nouvelles qui, je pense, avaient été écrites sur le thème qui avait été proposé, mais où l'auteur, en fait, ça l'avait tellement inspiré que je pense qu'il nous avait plutôt envoyé un premier chapitre de roman, donc une vraie nouvelle. Et je pense qu'on reparlera de ça dans l'épisode sur l'art de la nouvelle. Mais oui, un premier chapitre de roman ou un thème qui vous inspire tellement que vous dites mais ce sera l'éditeur va me repérer et va me dire peut-être qu'il y aura la suite du roman, qui voudra la suite. C'est peu probable. Si vous demandez une nouvelle, il veut vraiment une nouvelle. Donc voilà, il faudrait essayer de rester dans le format qui est déjà une contrainte en lui-même. En fait, c'est une forme à part entière, la nouvelle. On reparlera. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur l'équipe? Non, en plus, c'est rigolo, c'est un challenge. Ouais. Il y a plein de raisons de faire ça. On n'a pas dit pourquoi participer à un concours de nouvelles, mais on le redira peut-être si on va faire un sujet dessus. Mais non, mais c'est un bon entraînement, en fait, déjà. Même si c'est un format challenge, hyper différent, c'est un beau challenge. C'est une façon de se faire repérer, une façon de de dire finir un texte aussi. de gagner de la confiance. Ouais. Oui, se faire repérer, je pense que c'est important d'en parler. Parce que beaucoup d'auteurs, surtout dans les genres d'imaginaire, ont commencé comme ça en fait, en répondant à des appels à texte, en étant publiés par des micro-maisons d'édition qui font des petits recueils. Et petit à petit, voilà, en se faisant repérer ou en s'exerçant tout simplement et en devenant meilleur. C'est un méga bon exercice de rodage. Donc, les appels à texte de nouvelles, je pense que c'est vraiment c'est une vraie porte d'entrée depuis longtemps, je pense, pour les auteurs. Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle est un exercice plus facile que le roman et que c'est le mini-roman avant de passer au grand exercice. Mais juste, ça prend moins de temps, en fait. Et vous pouvez en écrire plus dans un laps de temps plus réduit. 78 en bibliothèque. Tout à fait. Ça fait déjà en 78. En mineur. Et ça fait que vous avez des textes dans les tiroirs pour la suite. Pour justement, je ne sais pas si vous avez une longue nouvelle, appel à texte sur un roman, tiens, je vais développer ma nouvelle. Ou vous écrivez une nouvelle, elle ne passe pas sur ce concours, mais sur un autre concours, sans thème ou avec un thème un peu proche, vous pouvez la retravailler. Et avoir des textes dans ces tiroirs, je pense que c'est toujours pas mal. Pour l'anecdote, là, donc, j'ai Du thé pour les fantômes qui a été publié il y a déjà plus d'1 an. Et le roman que je suis en train d'écrire, clairement, il ne sera pas fini avant au moins 1 ou 2 ans. Et mon éditeur me dit, mais t'as pas genre de nouvelles dans les tiroirs pour qu'on pourrait donner à tes lecteurs, des textes dont on pourrait faire un recueil. Et en fait, j'en ai pas assez. Donc je regrette fort de ne pas avoir assez de textes dans les tiroirs pour les filer à mon éditeur. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, finalement, de ce thème, qui est quand même assez vaste, mais j'espère qu'on vous a motivé à participer à des concours, à vous lancer aussi, parce que c'est pas forcément évident. Que vous pensiez avoir une chance ou non, de toute façon, vous, ça vous coûte rien, c'est le problème de la maison d'édition derrière. C'est eux qui payent leurs prestataires qui passent du temps. Voilà, essayez de mettre un maximum de chance de votre côté en répondant à tous ces critères dont on a parlé. Mais de toute façon, et même si vous n'envoyez pas votre texte à la fin, parce que je sais pas, vous n'avez pas eu le temps de finir la nouvelle ou le roman, de réécrire à temps, je pense que c'est jamais perdu si c'est un texte qui vous tient vraiment à cœur et que vous ne vouliez pas écrire juste pour ce concours et que s'il ne gagne pas ce concours, vous ne le réécrirez jamais. C'est toujours des bons exercices. Donc, comme ça. Est-ce qu'on donne un mot de la fin pour que nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout puissent le mettre en commentaire? Clairement, en sucré. Non, progrès. Il y a débat. J'ai dit en sucré, c'est ce que Chris a dit au début. En sucré?
Est-ce que tout le monde sait écrire ensuqué? On va le découvrir en commentaire. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ensuqué? Voilà. Voilà, les gens du Sud, Mmh. commentez. Et sinon, les autres, vous pouvez aussi mettre un petit emoji de soleil, parce que c'est à peu près dans le même univers et que c'est la rentrée. Je sais pas si on est le 1er septembre, s'il fait beau, s'il fait pas beau, si le soleil vous manque. En tout cas, voilà, on fait une bonne rentrée. On est super contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison, cette troisième saison. Et puis, au mois prochain, pour parler de l'art de la nouvelle. Je pense qu'on laissera Marie parler pendant 1 heure et demie. Il va falloir que je révise. On parlera nouvelle, on parlera peut-être aussi format court, nanofiction, peut-être même fanfiction. Novella, c'est un format un petit peu intermédiaire qui existe vraiment de plus en plus, qui n'est pas tout à fait un roman, qui n'est pas tout à fait une nouvelle, qui est un peu entre les deux. Et voilà, on pourra parler de ce sujet-là. Voilà, dans le mois prochain. Et comme je ne sais plus du tout où on en est dans les épisodes, je ne vais pas dire le numéro du prochain. Et donc je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine réunion du club. Salut.